Vu les conditions d'acquisition de notre indépendance, on était quasiment isolés. Le président Sékou Touré a estimé que notre indépendance politique ne pouvait être réelle sans une indépendance monétaire et financière. La Guinée a eu l'indépendance en 1958 et la monnaie guinéenne a été créée seulement en 1960. CFA à l'époque, c'était colonie française d'Afrique. Quand on vous dit ça, ça vous dit qu'il y a un côté héritage colonial. Je suis allé en France sans aucun sou en poche. J'ai atterri à Limoges, où je connaissais personne. Les gens m'ont accueilli, mais imagine que des fois, je marchais à pied pour aller à la fac. Dans le froid, j'ai fait 2-3 km pour marcher. Je pouvais passer toute la journée dans la fac, jusqu'à la nuit, sans manger. Finalement, au bout de 9 ans de vie passée au Canada, la Guinée me manquait. Je me disais, ce pays m'a tant donné. Retourner en Guinée, c'était pour moi une passion. Il y a même un ami qui se moquait de moi. Il me disait toujours, dis donc, toi, tu veux aller en Guinée, c'est pour être le riche parmi les pauvres. Hein. Je dis, non, c'est pas ça. Moi, ma réussite, c'est au milieu de mes siens, c'est au milieu de mes parents. Je sers mon pays. C'est ça ma réussite. Aujourd'hui, vous voyez quand même qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants qui sont en train de révolutionner les choses. Ça me renforce dans mon choix de retourner au pays. Quand je vois la dynamique actuelle, je suis très honoré de faire partir de cette équipe d'élite. Aujourd'hui, je reçois Aboulaye Guirassy, un économiste passionné par le développement de la Guinée. Il a grandi à Conakry, sur les bancs de l'école publique, avant de poursuivre ses études en France et de vivre au Canada. Malgré ses opportunités à l'étranger, il a fait un choix fort, rentrer au pays pour contribuer à son avenir. Dans cet échange, on parle de résilience, de son parcours, mais aussi de l'économie guinéenne, la création du franc guinéen, sa valeur et sa différence avec le franc CFA. Un épisode qui mêle histoire personnelle et clés pour comprendre notre économie. Pour suivre ça, je vous dis à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où l'on vous raconte l'histoire de personnes inspirantes. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Aboulaye Guirassy, comment est-ce que ça va ? Bonjour Basekou, je vais très bien. Bienvenue dans ce podcast, Une histoire inspirante. Ici, c'est un podcast où on invite des gens comme toi qui ont réussi à construire des choses dans leur vie pour que les jeunes ou les personnes en général qui vont écouter, ça puisse les inspirer et certains, ça peut être des conseils pour leur vie. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter de manière brève pour les gens qui ne te connaissent pas ? Là, on ne va pas trop rentrer dans les détails déjà. Merci pour l'invitation déjà. Je suis Aboulaye Guirassy, économiste politologue. Alors mon parcours, c'est un parcours un peu éclaté. En commençant d'abord par la Guinée où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Après le bac, j'ai été admis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à la faculté des sciences économiques et juridiques, où je suis sorti avec une maîtrise en sciences économiques. Et à l'issue de ma maîtrise, j'ai été admis en France, à l'université de Limoges, où j'ai passé également un master en économie appliquée à l'université de Limoges. De Limoges, j'ai été accepté également à l'université Jean Moulin Lyon 3, où j'ai passé un deuxième master en sciences politiques. Au terme de 6 années passées en France, j'ai été admis au Canada et au titre de travailleur qualifié. J'ai été accepté au Canada et donc j'ai passé 9 ans de ma carrière. Et après mon séjour au Canada, pays qui m'a bien accueilli, je suis même citoyen de ce pays, j'ai décidé de retourner dans mon pays en 2019. J'ai fait le retour en Guinée pour venir rendre mon pays ce que mon pays m'a tant donné. Ce pays m'a tout donné. Et donc le temps était venu pour moi de retourner dans ce pays pour mettre ma modeste expertise au service de mes concitoyens. Ok, bravo. Du coup, toi, tu es économiste, c'est ça? Je suis à la base économiste, mais également par passion, j'ai fait les sciences politiques. Donc, je ne suis pas un politicien, mais je suis un politologue aussi. Politologue, c'est quelqu'un qui a fait, j'étudie aussi des sciences politiques. Mais à la base, je suis économiste, j'ai une maîtrise et un master en économie. Mais parallèlement, comme on ne veut pas être trop spécialisé, parce qu'il y a un penseur qui dit qu'un spécialiste est un homme qui sait de plus en plus, ou de moins en moins, tant ici bien qu'à la limite, il ne sait tout sur rien. Okay. Donc j'ai voulu diversifier un peu les connaissances. Donc après mon master en économie, j'ai bifurqué également, faire un master en Sciences Po. Sinon à la base, je suis économiste. Okay. Mais à part cette carrière aussi, j'ai aussi
Je suis aussi multidisciplinaire. Je donne des cours dans les universités à Conakry, notamment à l'ESKIG, où je donne des cours d'économie monétaire en deuxième année, licence en management, où je donne des cours d'économie monétaire. Je suis également membre de l'Académie des sciences de Guinée. Je suis membre du Collège des sciences juridiques et économiques de l'Académie des sciences de Guinée. Et aujourd'hui, je suis fonctionnaire au ministère des Transports. Je suis actuellement directeur des études économiques, prospective et contrôle qualité à l'autorité guinéenne de l'aviation civile, AGAC. Ok, ça consiste en quoi cette institution? Voilà, l'AGAC, si vous voulez, c'est l'État dans le secteur de transport aérien. Le sous-secteur de transport aérien est régi par 3 grandes entreprises. Vous avez la Chaudiac qui s'occupe qui gère, qui est le gestionnaire de l'aéroport de Conakry. Vous avez l'ANA, l'Agence de la navigation aérienne, qui gère la navigation aérienne. Donc, le contact avec les avions, c'est qui communique avec les avions. Okay. Mais vous avez au-dessus de tout le régulateur, le superviseur, qui est l'autorité guinéenne de l'aviation civile, dont je suis l'un des directeurs. Ok. Ça tombe bien qu'on fait ce podcast ensemble, vu que tu es économiste. Moi, il y a une question que je me pose souvent, en général, parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et on a souvent le débat, pas trop en Guinée, mais plus dans les pays de la sous-région, sur la différence entre le franc CFA et le fait que la Guinée a choisi de prendre le franc guinéen. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment le franc guinéen, ça a été créé? Toi, tu connais un peu l'histoire de cette monnaie? Bien sûr, vous savez. La monnaie guinéenne même. L'histoire de la monnaie guinéenne est une histoire particulièrement intéressante. Vous savez, notre indépendance a été arrachée. Ça n'a pas été donné sur un plateau d'argent. Nos leaders, nos aïeux politiques, Amélie Sékou Touré et ses compagnons ont lutté pour que la Guinée soit le premier pays d'Afrique de l'Ouest à être indépendant le 2 octobre 1958. À l'issue de l'indépendance arrachée, acquis dans des conditions très douloureuses, la Guinée a voulu couper le cordon ombilical avec la puissance coloniale qui est la France. Donc, on était d'abord, avant notre indépendance, notre pays avait le franc CFA, tout comme le Sénégal, tout comme la Côte d'Ivoire et tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais, vu les conditions d'acquisition de notre indépendance, on était quasiment isolés. Le président Amélie Sékou Touré a estimé que notre indépendance politique ne pouvait être réelle sans une indépendance monétaire et financière. En ce moment ça, c'est direct après l'indépendance? Non, pas l'indépendance. La Guinée a eu l'indépendance en 1958 et la monnaie guinéenne a été créée seulement en 1960. Le 1er mars. Pendant 2 ans, on a eu le franc CFA. 2 ans, on a continué à avoir le franc CFA, mais on considère le franc CFA comme une monnaie coloniale. Parce que tenez-vous bien, CFA à l'époque, c'était CFA, colonie française d'Afrique. Quand on vous dit ça, ça vous dit qu'il y a un côté héritage colonial qui est rattaché au franc CFA. Alors le président, en cohérence avec sa vision, il a lutté, ses compagnons élus ont lutté jusqu'à ce que la Guinée a été indépendante. Et après l'indépendance, il était logique que nous nous acheminions également vers une certaine indépendance monétaire. D'où, le 1er mars 1960, la Guinée a créé sa propre monnaie. Sa propre monnaie, et avec la création de sa propre banque centrale appelée alors BRG, Banque de la République de Guinée, qui est devenue 2 ans après la BCRG. Mais à ce moment-là, la Guinée est devenue libre économiquement après quand elle a créé sa propre monnaie? On ne peut pas parler de liberté économique. Elle a eu sa souveraineté monétaire, disons. Sa souveraineté monétaire, elle a créé le franc guinéen. Le franc guinéen, différent du franc CFA, mais la Guinée a souffert. La Guinée a souffert historiquement de cette situation. Puisqu'il y a eu des conditions. La puissance coloniale a voulu nous faire payer un peu tout ça. Il y a eu un système de sabotage. Il y a eu l'injection massive de faux billets. Des faux billets qui étaient importés pour saboter l'économie guinéenne. La Guinée a été exclue des échanges entre pays francophones d'alors qui rêvaient de la France. Donc nous avons vécu un moment d'isolement. Mais c'est sans tenir compte de la perspicacité, de la résilience de nos aïeux politiques, de nos leaders d'alors, qui ont résisté et qui ont maintenu, vaille que notre monnaie guinéenne s'inscrit dans la durée. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme critique face à la devise, qu'on appelle le franc CFA, du fait de sa colonialité, eh bien, nous sommes tentés de donner raison à nos leaders d'alors. Le premier nom, c'était franc guinéen
À la création À la création, c'était le franc guinéen de 1960 jusqu'à 1972. En 1972, le franc guinéen a été remplacé par le cili. Le cili a pris la relève et de 1972 à 1986, le cili a perdu. Le cili a été remplacé en 1986 par le franc guinéen. Et pourquoi aujourd'hui, on appelle cela GNF, Guinéen Néo-Franc. Voilà. Et le cili a remplacé le franc qui a vécu de 1960 jusqu'à 1972. Parce que, comme je l'ai dit, le franc guinéen créé pour remplacer le franc CFA a été largement saboté. À l'époque, notre monnaie était une monnaie qui souffrait de l'isolement monétaire de ses voisins. Et on a dit que la parité devait être un cili égal à un franc CFA, ce qui n'était pas une parité réaliste. Et avec tout ce qu'il y a là comme inconvénient, un peu l'isolement monétaire, le président M. Touré a décidé de changer de nom pour commuer le franc CFA, pour migrer du franc CFA vers le cili en 1972. Et le cili a été dévalué à 92% de sa valeur, afin de lui conférer une valeur réaliste et réalisable selon les règles de marché. Okay. Donc simplement, c'est peut-être pour une question d'innovation. Ok. Et j'entendais des histoires qui disaient qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est un cili ou un franc guinéen, ça valait $1. Est-ce que c'était la vérité, ça? Bien. À la création du franc CFA, c'était un équivalent. Un franc guinéen égal à $1 et autres. Mais quand on a créé le cili, on a voulu c'était pour corriger des déséquilibres macroéconomiques. Donc le cili a été dévalué, 92% de sa valeur. Donc le cili, au début oui, mais vers la fin, on a corrigé, on a essayé d'ajuster le cili en le conférant une valeur réaliste et réalisable. Mais comment c'est possible qu'un franc guinéen, ça avait la même valeur qu'un $? Vous savez, à l'époque, la politique monétaire était plus gérée par le politique que par le marché. Voilà. Et donc c'est l'État en fait qui décide. L'État qui décide de façon unilatérale que dorénavant, la monnaie qu'on a créée, un cili égale à tel nombre de dollars ou tel nombre de francs CFA. C'est un choix unilatéral du gouvernement à l'époque. Ok. Mais est-ce que ça, c'est une bonne chose? Parce que moi, je vois, par exemple, aujourd'hui, tu as certains pays qui font exprès de dévaluer leur monnaie parce que après, ça permet de faire tourner plus facilement l'économie. Alors que quand la valeur de ta monnaie est trop élevée, par exemple, on le voit, moi, quand je vois des gens qui vont au Sénégal, ou même moi, je suis allé au Sénégal, j'ai changé des francs guinéens contre des francs CFA et ça n'avait rien à voir. La vie était beaucoup plus chère. Absolument. Absolument. Ce que vous dites se vérifie économiquement. Mais à l'époque, ce n'était pas la règle de marché, ce n'était pas la loi du marché qui déterminait un peu le fonctionnement de notre monnaie. C'était un peu une vision politique de nos aïeux politiques qui voulaient orienter notre monnaie. Okay. C'était ça. Et après, je vous dis, quand le cili a été créé, le cili a été dévalué à 92% de sa valeur. C'était également pour se conformer à cette règle de marché. La monnaie, quand vous prenez la monnaie détermine le niveau d'une économie. Quand vous avez une économie prospère, une économie florissante, vous avez une monnaie un peu évaluée en fonction de votre économie. Mais si votre monnaie est trop forte, est trop évaluée, ça pénalise vos exportations, bien évidemment. Parce que quand les agents économiques, les agents extérieurs veulent acheter vos marchandises, ils vont l'acheter en francs guinéens. Et si votre monnaie est trop cotée, est trop surévaluée, ça rend cher vos exportations et ça plombe votre économie. C'est en cela que la monnaie peut devenir une valeur d'ajustement important. Alors une monnaie forte, justement ce que vous dites, les pays de la zone CFA ont ce problème-là aujourd'hui. Ils ont une monnaie surévaluée. Ils ont une monnaie surévaluée parce que le franc CFA était arrimé par le passé au franc français, mais aujourd'hui il est arrimé à l'euro. Et quand l'euro monte, le franc CFA monte. Quand l'euro diminue, le franc CFA diminue. Et pourtant, ces pays-là, ce n'est pas des pays développés. Alors, si votre monnaie est arrimée à une monnaie ou un panier de monnaie assez puissant comme l'euro ou comme le dollar, alors que votre pays, en lui, a des fondamentaux qui relèvent d'un pays sous-développé, vous avez de sérieux problèmes d'exportation. Okay. Et donc, le niveau d'exportation au niveau de la zone CFA est très faible du fait de la surévaluation du franc CFA qui ne reflète pas le niveau de l'économie de ces pays-là. Ok. Donc ça veut dire que la monnaie franc CFA, c'est pas lié à ce que ces pays génèrent sur le plan économique, c'est juste l'euro en fait. Donc le jour où l'euro va chuter,
le franc CFA va chuter aussi. La monnaie, le CFA est parrainé par la France, jusqu'à nos jours. Okay. De par le passé, même là, il y a eu un changement, mais de par le passé, c'est le Trésor français qui soutenait directement le franc CFA. Donc, les pays de la zone CFA étaient obligés de verser 50% de leurs réserves d'échange. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, ou pas? Pas du tout. Ça dit que quand un pays comme le Sénégal, comme le Gabon, des pays qui ont le pétrole, leur manne pétrolière, quand ils vendent le pétrole, ils ont les devises, ils étaient obligés par le passé de reverser au Trésor français 50% de leurs revenus en devises. Est-ce que cela est une indépendance monétaire? La réponse est clairement non. Maintenant, au regard des immenses critiques, à cette taille-là, des gens commençaient à comprendre les enjeux de domination monétaire auxquels le franc CFA était sujet. Il y a eu une certaine amélioration, une embellie de la France. Désormais, les pays sont libres de garder leurs réserves d'échange. Mais la France continue toujours à parrainer quand même le franc CFA. Mais la question que vous posez, est-ce que de par le passé, vous parrainez une monnaie, vous gardez leurs réserves d'échange? Maintenant, vous dites, OK, il y a des critiques, les pays sont retrouvés maintenant à garder leurs réserves d'échange, mais toujours continuer à parrainer. Alors pourquoi? Alors vous demandez, la France a quel dividende à tirer de ce parrainage-là aujourd'hui, si ce n'est que la domination monétaire de ce pays-là? Donc moi, de mon point de vue personnel et qui n'engage que moi, le franc CFA est encore une monnaie coloniale. Okay. Nos pays doivent s'affranchir. C'est en cela que nous saluons la décision de nos leaders politiques, notamment le président Amélie Sékou Touré, qui a clairement décidé d'aller vers une monnaie nationale guinéenne avec notre propre banque centrale. Et ces pays-là, les pays de la zone CFA, ils n'ont pas de banque centrale à eux. Ils ont une banque centrale supranationale. C'est-à-dire que quand vous prenez, il y a 3 zones CFA. Il y a d'abord la zone CFA, l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la zone UEMOA, avec une seule banque centrale qu'on appelle la BCAO, dont le siège est à Dakar. Vous avez d'un coup d'autre côté, pour les pays de l'Afrique centrale également, la CEMAC, les pays de la CEMAC qui ont aussi leur banque centrale. Et vous avez également les îles Comores qui ont également leur banque centrale. Voilà les 3 zones qui incarnent le franc CFA. Mais aussi bizarre que cela pouvait paraître, ces pays-là, il n'y a pas de vase communicant entre ces pays-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un CFA qu'on utilise en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et aller l'échanger contre un CFA qu'on utilise au Cameroun ou au Centrafrique. Il n'y a aucune convertibilité entre les 2 CFA. C'est comme des monnaies différentes. C'est comme des monnaies différentes. Quand vous avez du franc CFA utilisé dans la BCAO, dans l'espace BCAO, UEMOA, qu'on mange, le CFA utilisé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous l'avez et que vous voyagez avec ce franc CFA-là vers le Cameroun, vous êtes obligé de le changer contre l'euro. D'abord le CFA contre l'euro et de prendre l'euro, de changer maintenant contre le CFA utilisé au Cameroun. Quelle aberration. Alors que dans les faits, on dit que c'est le CFA qu'on a changé après, à cause des critiques, on a changé, au lieu que ça soit Colonie française d'Afrique, on a dit maintenant Communauté financière d'Afrique. Okay. Ça simplement pour un peu édulcorer ce facteur de colonialité. Mais tout compte. Mais in fine, moi je suis très heureux que nous ayons le franc guinéen, que nous ayons notre propre banque centrale. Entre guillemets, parce que ça aussi un piège. Si vous avez votre propre politique monétaire, vous avez votre propre régime de change. On a actuellement un régime de change flottant, encore appelé régime de change flexible. À la différence des pays de la zone CFA qui ont un régime de change fixe. Ces pays-là ont décidé... Expliquez de manière simple, ça veut dire quoi? Voilà. Grosso modo, pour vos téléspectateurs, c'est qu'il y a principalement deux régimes de change en économie monétaire. Il y a un régime de change fixe, comme la zone euro, la zone CFA. À ce moment, vous décidez, les pays se concertent entre eux, ils décident d'établir un taux de change fixe et irrévocable entre leurs différentes monnaies. C'est le cas de la zone CFA. Donc ça ne bouge pas. Avant, il y avait le florin en Hollande, il y avait le Deutsche Mark, il y avait le mark en Allemagne, il y avait le franc français. Ces pays-là ont mis leur destin monétaire en commun pour créer une seule monnaie appelée l'euro. Mais qu'est-ce qu'ils font? Chacun a sa petite banque centrale qui devient une filiale de la grande banque centrale qu'on appelle la BCE, Banque centrale européenne, qui a ces satellites-là.
Alors, chaque pays... Donc, mais la monnaie unique, c'est à deux niveaux. La monnaie commune et la monnaie unique. C'est ça. Il y a deux formes de régime de change fixe. Vous pouvez avoir un régime de change fixe, chacun en gardant sa propre monnaie, mais en érigeant entre le change fixe et irrévocable. On appelle cela la monnaie commune. Mais cela peut évoluer. Vous dites maintenant, bon, notre économie a évolué, les critères de convergence sont atteints. On va maintenant, au lieu maintenant que nous avons notre propre monnaie individuellement, on va supprimer nos propres monnaies pour tendre vers un système de monnaie unique. Mais que ce soit une monnaie commune ou une monnaie fixe, on appelle cela un régime de change fixe. Parce que vous établissez un taux pivot entre vos différentes monnaies. À chaque fois qu'on s'écarte de ce taux pivot-là, vos banques centrales doivent agir pour défendre cette parité-là en vendant ou en rachetant de la devise. Okay. Contrairement au régime de change flexible ou flottant, comme la Guinée, où ça bouge. Comme la Guinée, comme les États-Unis, on a comme la Guinée, comme des pays qui ont leur propre monnaie, comme le Congo et des Congo, on a notre propre monnaie à nous. On a notre propre banque centrale. Donc, dans ce cas, nous décidons de notre politique monétaire. On a un gouverneur, on a une banque centrale que nous-mêmes, on contrôle. Dans ce cas, vous êtes le maître de votre destin. Vous créez votre propre monnaie. Dans les pays à régime fixe, vous ne pouvez pas faire de la création monétaire parce que la banque centrale ne peut pas faire des avances au pays. Je comprends. Alors que dans le régime d'échange flottant, flexible comme la Guinée, la Banque centrale, quand l'État a des problèmes de trésorerie, a des problèmes de vaches maigres, la Banque centrale peut faire des avances au trésor public qui incarne l'État. Et par ce biais-là, il crée de la monnaie. Alors, donc, le fait de prêter l'argent à l'État s'appelle la création monétaire. Le fait que l'État rembourse s'appelle la destruction monétaire. Autrement dit, le fait de créer la monnaie, ce qu'on appelle en termes simples la planche à billets. Mais ça, c'est soumis à un plafonnement qu'on n'a pas dépassé, puisque la planche à billets peut entraîner l'inflation, puisque la monnaie n'est pas un bien. C'est quand on n'a plus d'argent, on décide d'imprimer des billets, en fait. Mais de manière simple. De manière simple, voilà, mais un billet imprimé sans contrepartie, un bien et service, peut connaître l'inflation, parce que la monnaie en soi n'est pas un bien. Adossée à aucune valeur. La monnaie est là pour simplement faciliter les échanges. La monnaie a certaines fonctions. D'abord, c'est intermédiaire des échanges, pour faciliter les échanges. Puisque vous vous souviendrez qu'avant, il n'y avait pas de monnaie. C'est un système de troc, bien contre bien. Mais au regard de la difficulté rattachée au système de troc, on s'est dit, les humains ont réfléchi pour améliorer. Ils ont créé la monnaie. Ils ont créé la monnaie pour faciliter un bien. Parce que... Avant, c'était l'or. Non. Non, la monnaie a plusieurs formes. L'or, c'est aussi de la monnaie. Oui, c'est vrai. L'or, c'est la monnaie la plus populaire d'ailleurs. C'est vrai. Il y a eu des bétails, du sel, du coquillage, de l'argent, de la monnaie et tant d'autres. Il y a eu plusieurs formes de monnaie. La monnaie, simplement une convention entre les humains. On se décide, même nous aussi, notre pays était composé de 3 personnes, on décide que le vert là, c'est le moyen d'échange, il devient la monnaie. La monnaie, c'est juste une convention entre les humains pour faciliter les échanges. C'est cela qu'il a 3 fonctions: réserve de valeur, intermédiaire d'échange, également une unité de compte. Maintenant, ces monnaies-là maintenant peuvent évoluer. Donc la monnaie doit être créée parallèlement à l'activité économique. Parce qu'il est là pour faciliter les échanges. Mais si l'activité économique évolue, la monnaie également doit évoluer parallèlement. Mais si l'activité économique est au ralenti, on ne doit pas créer plus de monnaie. Parce que la monnaie doit être en équilibre avec les biens et services créés, qu'elle est censée faciliter les échanges. Mais s'il y a plus de marchandises que de monnaie, qu'il y a plus de biens créés que de la monnaie, conséquence, les prix vont baisser, nous sommes dans la déflation. Le contraire, si l'activité économique est au ralenti et on fait tourner la planche à billets, on crée plus de monnaie, là, il y a plus de monnaie en circulation que de biens, on entend ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est la hausse généralisée des prix qui conduit également à rendre les gens pauvres, puisque c'est comme une ponction cachée sur le revenu des gens. Okay. Ça entraîne quoi? La baisse du pouvoir d'achat et ça accentue la paupérisation. Ça veut dire que ces pays d'Afrique de l'Ouest, eux, ils ne peuvent pas faire ça, la planche à billets, imprimer des billets comme ils veulent, ils peuvent pas. Aucune valeur. Ils ne peuvent pas. Les pays comme le Sénégal, les pays comme le Mali, les pays comme la Côte d'Ivoire n'ont pas de banque centrale. Okay. Ils n'ont pas de banque centrale. Il y a une seule banque centrale qui est à Dakar qu'on appelle la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a le mandat
de créer de la monnaie. Alors, comment le Mali ou la Côte d'Ivoire peut demander isolement des avances à BCEAO, alors que les autres pays n'en ont pas demandé. Donc, l'inflation créée par la Banque centrale, la BCEAO va se répercuter dans tous les pays. Donc, bon, les pays le font des fois avec un accord, on passe. Mais la BCE, par exemple, la Banque centrale européenne, a été fondée sur la clause qu'il y a zéro avance de la Banque centrale européenne face aux États. C'était la condition que l'Allemagne avait posée pour intégrer la BCE. Il a dit, bon, moi je suis prêt à intégrer la BCE, mais la condition sine qua non de mon intégration, c'est que cette Banque centrale ne doit consentir aucune avance à aucun pays membre de la BCE. Mais après, certains te diront que, à contrario, ces pays d'Afrique de l'Ouest qui ont le franc CFA, ou même les pays en général, ces grosses nations, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, au final, leur économie est plus solide. Donc, au regard de nous, par exemple, qui avons nos propres monnaies. Donc, comment on peut expliquer ça? Les pays comme le Sénégal, est-ce que vous êtes intéressé au niveau des échanges entre ces pays-là, la Côte d'Ivoire, le Mali? Leur niveau d'échange est très faible, alors que la monnaie est censée faciliter. Quand on a une monnaie commune, ça facilite les échanges. Mais le niveau d'intégration de ces économies-là, c'est la même monnaie, donc il y a un gain d'efficience. Mais honnêtement, le niveau d'échange commercial entre ces pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est très faible. C'est un niveau très inférieur. Alors que normalement, avec la monnaie commune, ils sont censés booster un peu les échanges. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. L'un des facteurs majeurs qui peut inciter 2 ou plusieurs pays à s'intégrer monétairement, c'est pour faciliter les échanges entre les pays, pour lever les barrières et autres. Voilà. Mais malheureusement, nos pays qui ont les monnaies communes n'ont pas bénéficié de ce... Ça n'a pas joué ce rôle. Ça n'a pas joué ce rôle-là. Et nous également, mais quand même, dans ces pays-là, l'inflation est maîtrisée. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tourner la planche à billets comme bon leur semble. Mais à contrario, dans nos pays comme la Guinée, qui ont leur propre banque centrale, nous sommes le maître de notre destin. Nous gérons notre politique monétaire à nous. Notre politique monétaire à nous. Et moi, je pense que ça nous donne raison. Parce que vous tenez, M. Diaby, historiquement, après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le monde s'est orienté vers ce qu'on appelle le système monétaire international, en créant ce qu'on appelle la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les deux couples qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Les deux là créés ont mis ce qu'on appelle le SMI en place, le système monétaire international, qui avait des accords, notamment le Gold Exchange Standard, qui disait que l'or, le dollar devient la monnaie de référence. Le dollar est convertible à l'or et que toutes les monnaies du monde sont convertibles au dollar. Donc le dollar devient le moyen de paiement mondialement reconnu. Ce système a continué, c'était comme la monnaie mondiale. Et tous les pays, quand vous voulez commercer dans le monde, c'était la monnaie qu'on utilisait. Ce système-là a continué de 1944. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que toute inflation créée aux États-Unis était importée dans tous les pays du monde. Alors que les États-Unis, des fois, finançaient leur effort de guerre en faisant tourner la planche à billets. C'est tout le monde entier qui en paye les frais. Et les pays européens n'en pouvaient plus. Les pays européens comme l'Allemagne, comme la France, ont fortement critiqué ce système-là. Ils ont dit que ce système-là ne tient plus. C'est pourquoi en 1971, le président Nixon a mis fin au système monétaire international. Les pays maintenant avaient la liberté de s'orienter vers un régime d'échange flexible ou flottant. Et au même moment, la Guinée déjà avait son système. Donc le monde nous a rejoints. Donc on n'a pas eu tort de garder notre franc guinéen, notre CILI d'abord, notre franc guinéen aujourd'hui. On n'a pas eu tort avec les critiques aujourd'hui. Je pense qu'il y a lieu. Mais dans ce cas, il faudrait que nous aussi, nous arrivions à nous discipliner en ne faisant pas tourner la planche à billets de façon exagérée, de manière à ce que le franc guinéen... Ça peut mettre KO l'économie. Voilà, le franc guinéen ait une valeur supportable qui est arrimée à notre économie. Dernière question par rapport à ce sujet économique. J'ai entendu aussi qu'à l'époque, par exemple, en tout cas au temps de Sékou Touré, on a fixé nous-mêmes la valeur de notre monnaie, mais ça fait que la monnaie guinéenne, on pouvait l'utiliser qu'en Guinée. Par exemple, j'ai vu que Nelson Mandela, je crois, quand il est venu en Guinée, parce que, et logiquement, vu que Sékou Touré était panafricaniste, il avait soutenu son combat. Donc, quand Mandela est venu en Guinée, Sékou Touré lui a fait un don pour ressoutenir son combat, mais c'était des francs guinéens. Et Mandela, quand il est sorti de la Guinée, s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas l'utiliser. C'est vrai que quand Mandela menait sa lutte dans l'apartheid, là, la Guinée était l'épicentre. Il avait même un passeport guinéen, selon les historiens.
tous ces Mandela. Oui, Mandela et ses compagnons. L'ancien président Thabo Mbeki, Mandela et Miriam Makeba là, et autant d'autres Sud-Africains avaient un passeport guinéen. Ils circulaient le monde à travers le passeport guinéen. Des choses que j'ai beaucoup regrettées, que le président Mandela, après sa sortie de prison, a fait ce mandat. Il n'est jamais venu en Guinée. C'était lié à ça, non? Il n'est jamais venu en Guinée. Non, il n'est pas venu en Guinée pour... Je pense que j'ai lu ça sur Wikipédia. Mandela, c'est un grand homme, mais il aurait fallu qu'il vienne en Guinée nous remercier quand même. Sékou Touré a été un chantre de la liberté en Afrique, même s'il n'est plus là au pouvoir. Mandela, quand il est sorti de la prison, il est devenu président, il aurait dû venir en Guinée nous remercier, mais il ne l'a pas fait. Mais on ne remonte pas. Mais alors, le Sili était là pour corriger les imperfections du franc guinéen qu'on avait créé. Mais malheureusement, le Sili également a eu ses faiblesses, parce que ce n'était pas une monnaie convertible. Comme la plupart des monnaies d'alors, des pays en développement, ce ne sont pas des monnaies convertibles. Aujourd'hui, les monnaies convertibles, c'est généralement des monnaies des pays développés. C'est le dollar, c'est l'euro, c'est le yen, c'est le yuan, c'est le dollar canadien, c'est la monnaie israélienne. Ce sont les grandes monnaies. Mais nos monnaies, comme nos monnaies des pays africains, des pays en développement, ne sont pas convertibles. C'est à l'interne, on peut les convertir. Mais si tu as le franc guinéen aux États-Unis, si tu ne tombes pas sur un Guinéen qui veut venir en Guinée, je pense que tu n'auras pas de possibilité d'échange. Nos monnaies, généralement, les pays en développement, les monnaies ne sont pas convertibles à l'étranger. On a des monnaies partiellement convertibles. Voilà, c'est cela. Il faut qu'on devienne plus puissant pour que ça le devienne. Ben oui, la monnaie, elle reflète la puissance d'une économie. C'est vrai. Voilà. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, le dollar, malgré l'euro est plus coté que le dollar, mais le dollar reste encore de nos jours le moyen de paiement internationalement reconnu. Si les États-Unis veulent vous sanctionner, on vous enlève du système de paiement arrimé au dollar, vous êtes out du système de transfert. Tellement avec la guerre russo-ukrainienne, c'est très facile. La Russie a été enlevée du système SWIFT. La Russie se plaint de ça. Il est comme out du système de paiement international. Donc les États-Unis restent encore la superpuissance monétaire dans le monde. Et l'euro, malgré tout, l'euro n'a pas réussi à détrôner la puissance, l'hégémonie américaine. Ça, c'est lié à la technologie beaucoup. C'est plus que la technologie, c'est la puissance économique des États-Unis. Quoi qu'on dise, les États-Unis restent la superpuissance mondiale. Hein. La Chine est en train de prendre un pas en avant. Mais aujourd'hui encore, de nos jours, les États-Unis, à travers certains facteurs, c'est encore la superpuissance. Si vous me permettez, à travers certains facteurs, aujourd'hui, à travers la monnaie, le dollar est le moyen de paiement mondialement reconnu. Deuxièmement, les États-Unis ont, sur le plan militaire, ont une suprématie mondiale reconnue. Les États-Unis, vous prenez sur le plan de la technologie à travers les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA, qui dominent la technologie mondiale. C'est où? C'est dans la Silicon Valley aux États-Unis. Quand vous prenez encore sur le plan diplomatique, aujourd'hui, les maîtres du monde, c'est les États-Unis. Dans la plupart des institutions internationales, qu'il s'agisse de l'ONU, qu'il s'agisse des filiales de l'ONU, des différentes institutions spécialisées de l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les institutions internationales du monde, les États-Unis sont le plus grand contributeur et leur voix est prépondérante. En cela, leur hégémonie continue. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Donald Trump tousse, le monde est allumé. Vous avez vu avec les fameux droits des douanes, les pays se ressaisissent. Vous avez vu comment le monde est chamboulé par ces décisions unilatérales et qui n'avancent pas le monde, hein, parce que ça va plomber le PIB mondial. L'OMC a dit, hein, c'est un frein pour les échanges internationaux. Mais c'est eux qui décident. Voilà, mais c'est le maître du monde qui décide des règles du jeu et les pays sont obligés. Actuellement, sur la Chine, lui tient tête. La Chine tient tête, mais malgré tout ça, les États-Unis tirent la corde. La Russie aussi un peu. Non, la Russie ne tient pas tête. Les États-Unis, seule la Chine est capable de regarder les États-Unis. Même la Chine n'a pas intérêt à aller en guerre commerciale avec les États-Unis. Oui. Parce que la Chine, les États-Unis, le déficit commercial américain par rapport à la Chine est largement en faveur de la Chine. La Chine exporte plus aux États-Unis. L'écart est frappant entre les pays. Les Américains peuvent vivre sans la Chine, mais les Chinois ne peuvent pas vivre sans la Chine. La plupart des produits exportés aux États-Unis viennent de la Chine. La plupart des bons de trésor que les ménages américains souscrivent
ça vient de la Chine. Donc les deux pays sont interconnectés. Donc ils n'ont pas intérêt. S'ils font la guerre économique, c'est le monde qui en pâtit. Et donc ils n'ont pas intérêt. Mais vivement que ces guerres, que Donald Trump se ressaisisse et qu'il fasse raison garder pour que le monde vive dans la paix. J'espère. Et voilà. J'espère. Ouais. On va revenir un peu plus sur ton parcours maintenant. Du coup, comme on a expliqué, on vient de voir même à travers nos discussions, toi tu es un économiste chevronné. On va essayer de comprendre comment tu en arrives à là, parce que le but c'est que les gens, déjà ils voient la finalité de ce que tu as pu faire, mais c'est de comprendre comment tu en es arrivé à là. Donc moi ce que j'aime bien demander, déjà c'est qu'on comprenne l'univers familial dans lequel tu viens. Donc toi dans quel univers familial tu as grandi? Monsieur Diaby, moi en fait, moi je suis né à Conakry, j'ai grandi à Conakry dans une famille polygame. Mon père, mon feu père, que j'ai très peu connu, est décédé quand j'avais 5 ans. Je n'étais même pas à l'école. J'ai très peu connu mon père. Mon père s'appelait Elhadj Karamba Guirassy. Il habitait au quartier Bonfi. Mon père était un arabisant. Un arabisant qui a fait de grandes études en arabe. C'était le précurseur de l'enseignement arabe en Guinée. C'était le premier imam en Guinée qui avait des écoles coraniques avec des disciples. Hein, mon père. Donc moi j'avais une vocation à aller vers l'imama, à aller vers le Coran, à lire le Coran. Mon père est décédé, j'étais un petit garçon de 5 ans. Après, mes oncles ont assuré la relève. Hein, c'est ça un peu la valeur de l'Afrique. L'Afrique a des cultures que nulle part on peut le trouver. En Occident, c'est impossible. Donc j'ai eu des papas de substitution qui sont au plus de moi comme mon père, notamment mes oncles, hein, qui vivaient avec moi. On vivait dans la maison de mon père et qui ont joué le rôle de papa pour moi et qui m'ont conféré une éducation assez rigoureuse. C'est lieu pour moi de leur dire merci à ces oncles-là qui m'ont élevé. Ils m'ont mis à l'école. J'ai fait l'école primaire à Bonfi, puis au collège encore à Bonfi, dans le quartier de Bonfi, et même le lycée à Bonfi. Je n'ai jamais fréquenté une école privée. Je suis un pur produit de l'école publique. Je suis de l'école primaire jusqu'au bac. J'étais dans le quartier Bonfi, dans les établissements de mon quartier, dans l'école publique. Je suis un produit de l'école publique guinéenne. Donc c'est là où j'ai fait mon école primaire. Après le bac, j'ai passé le bac les années 87, 97. J'ai obtenu mon bac, la première partie et la deuxième partie, sans échouer. Tu étais quel type d'élève toi à l'école? Au début, quand j'étais jeune, je manquais de conscience. J'étais très bon à l'école, mais je n'étais pas tellement un élève concentré. Okay. Je n'étais pas un élève concentré. C'est véritablement au lycée où j'ai pris ma marque. Ma marque d'élève, j'ai commencé à être premier de ma classe au lycée. Au primaire, je n'ai jamais révisé mes cours. Je n'étais pas conscient de l'enjeu. Voilà, j'étais un peu distrait. Mais véritablement, arrivé au lycée, j'ai compris que j'étais l'aîné de ma maman, j'étais le premier fils de ma mère, j'avais mes frères et sœurs, et j'étais une famille très modeste. Mais pour ne pas dire pauvre, j'avais un désir de m'en sortir. Je voulais sortir de la pauvreté, sortir mes parents de la pauvreté, ma famille de la pauvreté, aider mes frères et sœurs. J'ai compris que ça passait par l'école. C'est au lycée que j'ai eu la conscience, cette conscience-là. J'ai commencé à m'appliquer, j'ai commencé à être sérieux à l'école, et pour la première fois, j'ai commencé à être premier de ma classe en 11e année. Le premier de ma classe, je suis venu au bac 2 sans échec. J'ai été orienté à la faculté d'économie, à la faculté de sciences économiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1998. On allait faire une première année à Foulaya. À Foulaya, on nous a transmis à Conakry en 2e année. Au bout de 4 ans, je suis sorti avec une maîtrise en sciences économiques. Okay. Mais j'avais toujours une volonté d'aller de l'avant, d'aller étudier à l'étranger. Mais malheureusement, les moyens me manquaient. Je n'avais pas les moyens parce que, comme je l'ai dit, mes parents n'avaient pas les moyens de m'assurer une scolarité garantie en Occident. J'étais très modeste. Ma maman était une brave femme qui nous a élevés dans des conditions très difficiles, mais très courageuse. Tout ce qui était lié à l'école, ma maman s'investissait à fond. Même pour des fois, si on voulait des fois lui soutirer des sous, on liait ça à l'école, elle ne discutait pas. Elle n'a pas étudié, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle tenait à ce que nous fassions du sérieux à l'école. C'était la seule voie de sortie pour elle. Voilà, ça. Donc, elle savait que c'était l'itinéraire obligatoire. Donc, elle nous a appuyé sur ça. Elle m'a encouragé avec mes oncles. Et donc, quand j'ai fini l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, je voulais aller à l'étranger, mais le mot me manquait. Je me suis mis à
à faire des correspondances avec les universités françaises, à les écrire des lettres de motivation, par-ci, par-là. Une première fois, j'ai été admis à l'université Paris 8 à Saint-Denis, au niveau licence. Je me suis battu, mais malheureusement, à l'ambassade, ils m'ont refusé le visa. Ils m'ont refusé le visa sous prétexte que je n'avais pas les moyens financiers pour soutenir mes études. Ben, l'année qui a suivi encore, je n'ai pas désarmé, j'ai continué, je voulais croire à mon destin. Je voulais me battre pour réussir, pour faire des études post-universitaires. L'année qui a suivi encore, j'ai tenté ma chance de nouveau pour l'université de Limoges. L'université de Limoges m'a accepté pour un master en économie appliquée. On était voilà. Et j'allais encore tenter ma chance. Heureusement, pour la deuxième fois, ça a été la bonne. J'ai eu mon visa pour aller en France. Et croyez-moi, M. Diaby, je suis allé en France sans bourse, sans aucun sou en poche. Je me suis débrouillé pour trouver le billet avec la famille, les amis. Moi, puis j'ai trouvé le billet, mais je suis allé avec rien en poche. J'ai atterri à Limoges, d'abord à Paris, puis j'ai pris le train pour Limoges, où je connaissais personne. Il y avait la famille la famille lointaine, les gens m'ont accueilli. Bon, mais après quelques temps, on ne pouvait pas m'accueillir indéfiniment. Donc j'ai passé un temps dans une famille, j'ai changé de famille, je suis allé chez des amis qui m'ont accueilli gracieusement et qui m'ont hébergé. Mais imagine que des fois, je marchais à pied pour aller à la fac. Dans le froid, je faisais 2-3 km chaque matin pour aller à l'école. Le froid de Limoges. Le froid de Limoges, je fais 2-3 km pour marcher et pour aller à la fac. Pour aller à la fac, quand je vais le matin, je pouvais passer toute la journée dans la fac jusqu'à la nuit sans manger. Sans manger, je manquais 3 €, 4 € pour aller manger au restaurant universitaire. Je manquais de moyens parce que je n'étais pas boursier. Je n'étais pas boursier et les soutiens étaient très limités. Les gens ne pouvaient pas me prendre en charge à 100% parce qu'il y avait aussi leurs problèmes. Et je ne suis pas issu d'une famille riche. Donc, mais je tenais à aller loin, je tenais à m'en sortir. J'ai bravé le froid, j'ai bravé la faim. J'ai tenu mon courage à deux mains. Et finalement, nous étions les premiers à faire le master à Limoges. Parce qu'à Limoges, à l'époque, c'était le 2A et le DSS. Nous, on était des cobayes du système. Et crois-moi, le système, ça n'a pas été facile parce qu'en étant cobaye du système, même nos évaluateurs n'avaient pas trop bien maîtrisé les contours du système LMD. Alors, le système a été trop dur la première fois, c'était trop compliqué à avoir le master. Et crois-moi, la moitié de la classe a échoué. La moitié de la classe a échoué parce que le système était trop complexe. Il fallait d'abord être admissible à l'écrit, puis faire le mémoire, et puis faire le grand oral. Et beaucoup trébuchaient soit au grand oral ou la mémoire qui était invalide. Et donc, moi, par le fait de Dieu, grâce à Dieu, j'ai pu valider mon master à Limoges et c'était vraiment un soulagement pour moi. De Limoges, je voulais changer de ville, je me suis inscrit à Lyon. Lyon qui est une grande ville qui m'a bien réussi par contre. Je suis venu à Lyon, je voulais prendre une année sabbatique me reposer. Je me suis inscrit à la fac de sciences, à Sciences Po Lyon, où je me suis inscrit pour faire un master en sciences politiques avec la mention francophonie et mondialisation. J'ai commencé à suivre ces cours, j'ai trouvé un travail, parallèlement un travail de surveillant d'élèves dans un lycée de la place. Le soir à l'internat, je surveillais des élèves pour faire leurs devoirs, pour les accompagner dans leur encadrement disciplinaire. J'étais avec eux, on dormait ensemble, et le matin, ils partaient en classe, moi je partais à la fac. Donc, je ne pouvais même pas chômer à l'école, je dormais, j'étais payé. À l'époque, je commençais à me faire un peu d'argent, à m'occuper de ma maman. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, je m'occupe de ma famille. Et donc, au terme de 6 années passées en France, je voulais changer encore d'air pour aller voir d'autres horizons. Je suis allé au Canada, j'ai été admis au Canada comme travailleur qualifié, et arrivé au Canada, le début a été très difficile. Parce que, vous savez, ce pays, c'est un pays où la compétition est très rude. C'est très différent de la France, le Canada? Oui, le Canada est un peu différent de la France. C'est un système un peu nord-américain. Les systèmes sont un peu différents. Il y a quand même des points communs dans tous les pays développés. Mais il y a des avantages et inconvénients. Chaque pays a ses avantages et inconvénients. Le Canada, outre le froid, c'est que tout le monde veut rester à Montréal. Montréal, tu viens là-bas, tes amis sont là-bas, tu veux rester. Alors, peu d'immigrés sortent de leur zone de confort pour aller vers la région anglophone. Avec la barrière linguistique, on va dans la zone de confort. Au lieu d'aller affronter l'anglais, affronter d'autres horizons où il n'y a pas de Guinéens, on veut être là avec nos amis, nos proches, être là. Et là, dans ce cas, la compétition est rude. Donc,
Au Canada également, j'étais dans l'enseignement. Hein. Je travaillais à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal. Je me suis installé avec ma famille, j'ai fait venir ma famille de la Guinée. Donc j'ai fondé la famille là-bas. Et finalement, au bout de 9 ans de vie passée au Canada, le pays dont je suis citoyen aussi également, c'est mon deuxième pays, j'ai décidé, la Guinée me manquait. La Guinée me manquait, je me disais, ce pays m'a tant donné. Est-ce que ma réussite, c'est d'aller à l'étranger, aider le Canada, travailler pour le Canada, et sans venir en Guinée, le pays qui m'a vu naître, le pays dont le limon entre la composition de ma chair, le pays qui m'a vu naître, qui a... Mais en général, quand les gens ils vont en Occident, ils ne reviennent pas. Pourquoi oui, toi moi, je n'ai jamais eu la passion de rester en Occident. L'Occident ne m'a jamais intéressé. Moi, en Occident, j'ai cherché 2 choses en Occident. La première, c'est la formation, donc le diplôme. Le deuxième, c'est d'avoir un papier qui me permet de voyager à travers le monde. C'est ce jour-là, je les ai eu grâce au Canada. La France m'a donné les diplômes, le Canada m'a donné les papiers. Et je n'avais rien à y faire. Le mieux pour moi, c'était de vivre dans mon pays. Je voulais retourner en Guinée, c'était pour moi une passion. Il y a même un ami qui se moquait de moi quand je parlais de la Guinée au Canada. Il s'appelle Sékouti Traoré, il me disait toujours, ah, dis donc, toi tu veux aller en Guinée, c'est pour être le riche parmi les pauvres. Hein? Tu veux toujours aller en Guinée. Je dis non, c'est pas ça. Moi, ma réussite, c'est au milieu de mes siens. Ma réussite, c'est au milieu de mes parents. Les parents qui m'ont vu naître, me voient que j'ai étudié, je suis venu au pays, je sers mon pays. C'est ça ma réussite. Et donc, en août 2019, j'ai pris un billet aller sans retour. Je suis revenu en Guinée, contre rien. Quand je suis revenu en Guinée, c'est sûrement que le ministre Abdoulaye Yorobalde, qui est un ami, qui m'a enseigné, puis on est devenu amis, m'a coopté au ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, il m'a coopté en 2019 en me mettant consultant et chef de projet Indigo, un projet en partenariat avec l'Université de Paris-Sorbonne. J'ai coordonné ce projet pendant 3 ans avec les Français. Au terme de ce projet, j'ai été coopté également au ministère du Budget pour animer le BSD, hein, le DG alors, le BSD, Laj Gandobari, qui est un bon ami, m'a coopté au ministère du Budget. On a co-animé cette direction au ministère du Budget. Et malheureusement, le ministre qui est venu, le ministre qui a fait c'est le ministre Dubaté qui nous a recrutés. Voilà. Et mes recrutements n'étaient pas encore aboutis. On n'était pas encore à la fin de recrutement, c'était en cours. Et le ministre qui a suivi M. Dubaté, le ministre Moussa Sissé est venu. Notre processus de recrutement a été stoppé. Et j'ai travaillé pour le budget pendant 2 ans, sans salaire. Bon, en tant que père de famille, je ne pouvais pas continuer à y rester. Finalement, j'ai décidé de quitter. Je suis venu à l'aviation civile de Guinée, où j'ai été nommé comme directeur des études économiques, contrôle et prospective et contrôle qualité depuis 4 ans. Je travaille avec passion, j'aime ce que je fais et parallèlement, je vais enseigner dans les universités. Parallèlement, je suis également membre de l'Académie des sciences de Guinée, la plus grande instance scientifique du pays. M'ont fait l'honneur de me coopter comme un des membres correspondants. Ok. Quand tu es rentré en Guinée, tu as eu besoin d'un temps de réadaptation ou c'était comment au début? En Guinée, quand je suis rentré en Guinée, j'ai quand même passé 6 mois sans aucune activité. Hein, je commençais à m'ennuyer. Mais j'étais blindé. Hein, j'étais venu avec une résilience, prêt moralement, mentalement. J'étais prêt à affronter tout, mais je ne pouvais plus retourner en Occident. J'étais venu pour rester. J'étais prêt moralement, mentalement pour affronter mon destin. Même si je faisais 1 an sans travail, je n'allais jamais retourner en Occident. Et donc, mais le début a été difficile pour moi. Le début a été très difficile. Vous savez, quand vous revenez, j'avais fait 9 ans sans revenir en Guinée. J'ai quitté la Guinée en 2010, je n'en suis revenu qu'en 2019. Donc, soit 9 ans sans mettre pied au pays, avec les occupations familiales, avec les charges de la vie, je ne pouvais pas revenir. Et donc, quand je suis revenu, j'étais un peu déconnecté. Donc, le temps de me reconnecter, le temps de trouver du travail, le temps de raviver mon réseau d'amis, ça m'a pris 6 bons mois. Et même quand j'ai commencé, ma vie est très éclatée. Quand j'ai commencé l'enseignement supérieur, au moment où je m'installais dans ce département pour trouver ma voie, mon mentor a quitté, Yoro a quitté, il a démissionné du gouvernement d'Alpha Condé. Il y avait un nouveau ministre qui est venu, qu'on appelle Kader Yassine Bari. Alors, Kader Yassine Bari, c'est ce ministre que je ne connaissais pas, qui était la plus mature, qui est venu là-bas, qui me connaissait, Dame Lidev. Alors, vous savez, quand il y a un nouveau ministre dans un département, les cadres sont apeurés. Moi, j'étais là, je n'avais même pas un contrat de travail, je n'avais pas de salaire. Je n'avais pas un statut qui me permettait
de continuer, parce que mon mentor a quitté sans préparer un peu le terrain pour moi. Le ministre qui est venu, j'étais dans l'incertitude. Est-ce qu'il va me garder? Est-ce que je vais partir? Le ministre Kader est venu, il a demandé à chaque chef de projet et chef de service d'élaborer des rapports afin qu'il s'imprègne un peu de fonctionnement du département. Le ministre Kader j'ai fait un rapport sur le projet. Quand il a lu tous les rapports, il a demandé à me rencontrer. Il m'a demandé, M. Guirassy, j'ai lu votre rapport, mais ça ne m'a pas laissé indifférent. Je veux savoir un peu plus sur vous. C'est quoi votre parcours? J'ai décliné mon parcours. Il m'a dit, avez-vous un CV? Je lui ai amené mon CV. Il a dit, M. Guirassy, je voulais un assistant à côté de moi ici, mais je n'ai pas à aller chercher ailleurs. Je vous engage comme assistant parallèlement à votre activité de consultant. J'étais un assistant du ministre Kader. J'étais aux extases. C'est en ce moment que j'ai commencé à avoir touché mon premier salaire en Guinée. Voilà, c'est le lieu pour moi de remercier ces mentors-là, M. Yero Baldé, M. Kale Yassine Bari, M. Gando Bari. Et donc, malheureusement, ce ministre-là m'a fait trop confiance. On travaillait sur tous les dossiers. Tous les dossiers, j'étais en phase. C'était au début de la Covid. Hein, il y avait beaucoup d'activités. Donc, M. Kader m'a approché. On était vraiment un bon tandem. On travaillait en bonne intelligence. Malheureusement, le ministre Kader n'a fait que 3 mois. Il n'a fait que 3 mois. Le ministre Kader a perdu son poste. Alors que j'étais dans la passion, j'étais content, j'ai trouvé ma voie. Un beau jour, j'ai quitté le bureau à 20h. On m'a appelé comme ministre, il y a un décret. Le ministre Kader a été remercié seulement après 3 mois. Ça m'a affecté. Ce jour-là, j'étais vraiment affecté. Et le ministre qui est venu après, M. Bangoura, on a continué aussi à travailler ensemble. Et après, ça a continué comme ça. Mais vers la fin, bon, avec la petite guéguerre des gens, j'étais très mal vu dans ce système-là, le ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'on voyait que j'étais souvent ami au ministre qui venait. On dit, mais comment les jeunes l'a fait? Chaque ministre qui arrive, il est ami. On a cherché à m'éloigner. Parce que mon bureau était juste à côté du bureau du ministre. Donc, j'ai la possibilité de voir les ministres. On a cherché à m'éloigner. On m'a même sorti de mon bureau. On m'a sorti de mon bureau, on m'a envoyé ailleurs. J'ai compris que j'étais plus désiré, j'étais plus le bienvenu dans ce département-là. Je n'étais même pas fonctionnaire. Donc, mes mentors sont partis. J'ai compris qu'il fallait quitter à un moment donné. Je suis allé vers le ministère du Budget. M. Gando Bari également, avec le ministre du Baté, m'ont accueilli là. Et après, bon, le processus était en cours pour me recruter comme fonctionnaire contractuel. Malheureusement, les choses se sont estompées et mon recrutement également s'est estompé là. C'est pourquoi j'ai trouvé ma voie en allant vers le ministère des Transports, à l'aviation civile, où c'est ma véritable, et avec le DG, Mohamed Kobele Keita, qui m'a recruté là, c'était ma véritable opportunité dans ce pays-là pour servir à un haut niveau. Là, depuis 4 ans, je suis en qualité de directeur des études économiques. Ok. Et quand on arrive en Guinée, après autant d'années passées à l'extérieur, quand tu arrives, tu connais personne parce que ici, les gens bougent vite au poste. Donc, comment tu fais pour te créer ton réseau, pour connecter avec les gens? Voilà. D'abord, en revenant, tu as des amis quand même qui sont restés et qui maintenant qui occupent des fonctions. Tu essaies de reconnecter avec eux, en allant vers eux. Moi, j'allais voir mes amis qui occupent dans les fonctions, qui sont dans différents ministères. Il est à Dieu, je suis venu, j'ai besoin de vos appuis, parce que moi, j'ai perdu un peu mon réseau d'amis. Sur ma relationnelle, je l'ai un peu perdu. Ça fait que mes 15 ans que je ne suis pas là. Au retour, il faut te reconnecter. Et c'est un challenge. Il faut avoir un mental d'acier. Si tu n'es pas courageux, tu vas retourner. C'est sûr. Mais moi, j'étais prêt à tout affronter. J'étais prêt à résister, mais je ne voulais jamais retourner en Occident. J'ai dit, j'ai pris un billet, aller sans retour. Je suis prêt à affronter mon destin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'étais venu pour rester. Mais j'avoue, monsieur Yabi, que c'est un challenge. C'est un challenge. Il faut avoir un mental fort. La Guinée, c'est dur. Le retour d'un immigrant, vous savez, un diaspora est vu des fois sur l'angle très péjoratif parfois. Les gens vous voient des fois comme il vient, il croit qu'il a étudié là-bas, il vient pour nous savoir qu'il a étudié. Donc vous devez faire preuve d'humilité. Vous rabaisser pour les gens, chercher de mettre au niveau. Ne pas être là comme le technocrate qui a étudié en Occident, avec cette vision condescendante, cette vision, non. Vous devez mettre bas la terre, vous rabaisser pour les gens, vous mettre à leur niveau et aller discuter avec tout le monde avec beaucoup d'humilité. Et moi, c'est mon credo. L'humilité, c'est une vertu.
L'humilité, c'est une vertu. Moi, je me dis qu'un être humain est comme un avion. Si un avion est posé sur le tarmac, un avion atterrit, il est tout gros. Mais quand il décolle, plus il s'enfonce, plus il devient petit. Un être humain est pareil. Si vous vous rabaissez, Dieu vous grandit. Si vous êtes humble, Dieu vous grandit. Mais si vous avez de l'air dans... Voilà, vous êtes condescendant, vous voulez vous faire au dos, Dieu vous rabaisse. Ça, c'est la morale de l'histoire. Ok. Tu penses, c'est quoi les connaissances et expériences qui t'ont permis de te développer en Guinée? Ce qui m'a fondamentalement permis de me développer en Guinée, c'est d'abord mon expérience. Mon expérience vécue en Afrique, vécue en Europe et vécue en Amérique du Nord. J'ai quand même la chance de vivre dans 3 continents différents. Ça, c'est une chance. Le voyage. Le voyage, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Et surtout, le sérieux. Quand je quittais Limoges, à l'université de Limoges, quand j'ai fini mon master en économie pour aller à Lyon, je vais raconter une anecdote. Je n'avais même pas les moyens de prendre le train. Pour m'inscrire à Lyon, il fallait que je demande à un oncle qui vient à Paris, il me trouvait 300 € pour aller m'inscrire. Je n'avais pas l'argent pour m'inscrire à la fac. Et quand j'ai pris le train, j'avais juste le train aller, mais je n'avais pas le retour. Je ne pouvais même pas manger dans le train. Il descendait 5 heures, le train corail. J'avais faim, je n'avais pas de sous. Mais j'étais armé d'un désir de réussite. J'étais décidé. Alors là où j'ai été résilient à ce point, je me disais, il faut que je m'en sorte. Alors quand je suis revenu en Guinée, ce n'est pas les petits 6 mois, 8 mois de galère en Guinée qui allaient me décourager. J'étais prêt à m'en sortir. Moi, je pense que ce pays, je dois beaucoup à ce pays. Donc, ma réussite n'était pas de faire ma carrière à l'étranger. C'était de revenir dans ce pays-là, servir ce pays. Et surtout aujourd'hui, avec la dynamique actuelle dans ce pays, avec le président actuel, moi, je suis très heureux de travailler pour ce ministère. Puis, il y a une dynamique nouvelle avec Simandou. Jamais ce pays-là, l'espoir n'a été immense. On est dans une voie qui rassure. On est sur une voie qui rassure. Notre économie est l'une des économies les plus résilientes. Quand vous avez un pays qui a un taux de croissance avoisinant les 7%, ça encourage. Ça encourage. Et moi, en tant qu'économiste, ce sont les données que je salue. Et donc, moi, je suis heureux d'être acteur de ce développement-là. Mais comment on fait pour avoir cette résilience? Parce que moi, je le vois, par exemple, beaucoup des gens de la diaspora qui rentrent en Guinée, en réalité, il y a beaucoup de gens qui poussent au retour en Guinée, mais au retour en Afrique même en général. Mais pour le cas de la Guinée, je pense que 80% ils échouent et ils finissent par rentrer en Europe. Donc, je ne sais pas comment toi, tu as fait pour avoir cette résilience, pour te dire, à toute épreuve, je ne peux pas abandonner. Voilà. Vous savez, des fois, moi, le Canada, mes derniers moments au Canada ont été très difficiles, du point de vue familial. J'étais marié, j'avais mes enfants. Vous savez, la vie en Occident n'est pas facile. Donc, j'étais très... J'aime pas trop parler de cela, j'en parle avec peine, mais sur le plan familial, j'étais déséquilibré. J'ai passé des moments difficiles sur le plan familial. Et pour me reconstruire, il fallait que je vienne au pays. J'avais pas de choix. Si je restais au Canada, peut-être que j'aurais été en dépression. Je n'aime pas trop parler de ça. Mais si je restais au Canada, la joie de vie que j'ai aujourd'hui, je n'allais jamais la voir. La Guinée te manquait trop. La Guinée me manquait trop et je n'étais pas un homme heureux du point de vue familial. Je vous épargne des détails. Okay. Mais donc la Guinée était pour moi comme une nouvelle renaissance. Mon pays où je pouvais me reconstruire, aller de l'avant et puis mettre ma modeste expertise au sein de mon pays. Il y a combien de gens comme moi au Canada? Il y a des milliers et des milliers. Mais je pense qu'on a plus besoin de moi en Guinée qu'au Canada. Certes, ces pays-là, la France m'a formé, j'étais au Canada, mais je ne suis plus utile en Guinée. Aujourd'hui, quand je vais dans l'université enseigner les enfants, même contre rien, j'ai un réconfort moral, né des devoirs accomplis. Quand j'étudie dans la Mantour, il va me rendre visite, m'appelle pour me remercier, m'appelle pour me dire, vous nous avez légué le savoir. C'est ma plus grande satisfaction. Quand je vais à l'Académie des sciences, participer aux travaux avec mes aînés, avec mes doyens, j'apprends à côté de ces doyens-là, ces professeurs agrégés, ces grands docteurs, ces grands professeurs, j'apprends avec eux et dire que je suis membre de cette institution des immortels, c'est une fierté que je ne pourrais pas décrire. Quand je suis aujourd'hui à mon service, je vais dans la réunion technique
avec mes chefs, avec mon ministre, avec mes directeurs. Je suis heureux, je me sens utile. Je dis, enfin, je suis dans mon pays, je sers mon pays, je contribue un tant soit peu au développement de ce pays. C'est une grande fierté. Ok. Si tu aurais l'occasion tout de suite de reprendre ton parcours de l'enfance à maintenant, de voir tout ce que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Bien sûr, il y a des choses que j'aurais fait. Tu regrettes des choses? Bah, ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Hein. C'est des choses que je regrette. C'est pas facile. C'est pas facile à répondre, mais honnêtement, j'ai eu un parcours auquel je suis très fier. Parce que rien ne m'a été donné. Tout a été conquis. Je vous ai dit, hein, je n'ai pas eu de parents riches. Quand j'étais en France, je n'ai pas eu de bourse. Je n'ai pas eu d'appui financier. J'ai évolué. Heureusement qu'il y avait de la famille en France là-bas, des fois, qui me faisaient des gestes de soutien. Mais je n'avais pas un revenu régulier et stable. J'étais résilient. Mais si je dis oui, je suis arrivé, alors pourquoi d'autres ne pourront pas y arriver? La vie n'est pas une sorte de cours d'eau tranquille. La vie est faite de combats. De la naissance jusqu'à la mort, c'est le combat. La vie n'est pas un cadeau. Dès lors que Adam et Ève sont sortis du paradis pour aller affronter la vie, nous les descendants d'Adam et d'Ève, nous sommes là pour combattre, pour lutter. Si vous dormez sur le laurier, ben vous serez out. Alors pour ne pas être laissé au bord du chemin, devez vous battre. Et moi aujourd'hui, je suis très fier de sortir ma maman de la pauvreté, de sortir mes frères et sœurs de la pauvreté, aider ma famille, aider mes amis. J'en suis très très fier et contribuer au développement de mon pays. Aujourd'hui, je fais partie de l'élite du pays. C'est un honneur immense pour moi d'aider mon pays. Je pense que même si j'aurais été payé 10 fois au Canada ou en France, j'aurais pas eu la même fierté. Parce que je me dis que je suis en train d'usurper la place de ces Français et Canadiens, alors que mon pays a plus besoin de moi. Quel est le retour? Mon pays a investi en moi. Je n'ai jamais étudié dans un système privé. Du primaire au bac, j'étais à l'école publique, à l'école de la République, qui a fait de moi ce que je suis. Alors en retour, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour venir aider ce pays-là. C'est un devoir. Et là, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir aider, à ma façon, de façon modeste, ce pays qui m'a tout donné. Bravo pour ça. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Si tout de suite on doit faire des bénédictions, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, ça c'est une question pertinente. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, chaque matin que je me lève, je vois tous les jours comme un nouveau défi. Moi, je voudrais être Moi, j'ai une vision existentialiste de la vie. Je ne veux pas passer inaperçu. Je veux marquer mon passage. La vie, c'est un passage très liminaire, très rapide. On ne vit qu'une fois, on passe rapidement. Alors, moi, j'ai deux soucis dans la vie. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi et qu'est-ce que Dieu retiendra contre moi? Ce sont mes deux craintes majeures. Mon compte rendu face à mon Créateur et qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi en tant qu'Abdoulaye Guirassy? Qu'est-ce que j'aurais fait face au pays, face à mes concitoyens? Est-ce que j'ai été une bonne personne? C'est cela. Donc je suis honnête avec moi-même. Donc si mon souhait le plus ardent, c'est de continuer à servir ce pays. Pour le peu de moments qui me reste dans la vie, le peu de moments qui me reste à vivre, c'est d'aider mon pays au plus haut niveau. Et ça, je m'investis déjà. Inch'Allah, ça va venir. Je suis prêt à me sacrifier pour ce pays-là. Ce pays m'a tout donné. Je me sacrifie pour ce pays. Et donc, mon vœu le plus ardent, c'est de continuer à servir ce pays de façon loyale, de façon honnête. Parce que la Guinée ne mérite pas ce sort-là. Nous avons un pays prospère, un pays que Dieu a tout donné, mais qui a souffert à un certain moment. Des choix politiques, des choix économiques, également. Certains Guinéens qui ont géré ce pays n'ont pas été patriotes. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez quand même qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants dans nos pays qui sont en train de révolutionner les choses. Les choses sont en train de changer positivement. Et moi encore, ça me renforce dans mon choix de retourner au pays. Quand je vois la dynamique actuelle, je suis très enchanté, je suis très honoré de faire partie de cette équipe d'élite qui accompagne. Bon, vous me direz que c'est un bas niveau, je travaille dans une institution, un EPA, mais ça viendra après. Si le destin voudrait encore que je sois au plus haut niveau de gestion, mais ça appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain qui décide ça. Moi, je crois tellement au destin. Moi, je suis un croyant.
je suis très religieux, je crois au destin. Ce qui est déjà écrit pour toi, tu l'auras. Si déjà écrit que je vais avancer, je vais aider ce pays avec des hautes responsabilités, mais ça viendra de soi. Je n'ai pas besoin de faire des efforts, ça viendra tout seul. Okay. C'est Dieu qui décide le reste. Okay. Donc je suis mon chemin, je fais ce que j'ai à faire, je me soucie peu de ce qui va arriver demain, je suis mon destin. Je ne suis pas fataliste, mais je suis très croyant, je crois au destin. Ce qui est écrit pour toi, tu l'auras un jour. Si Dieu veut un jour que je sois parmi des décideurs de ce pays, des grands décideurs de ce pays, ça viendra un jour. Okay. Le plus important, c'est de se former et attendre son jour. Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite alors. Est-ce que y a beaucoup de jeunes comme toi qui rêvent d'accomplir des grandes choses dans leur vie? Si tu aurais un conseil à leur donner, toi, ça serait quoi? Un conseil à leur donner, c'est d'abord être patriote et croire en soi. Croire en soi est très important. La croyance en soi est différente de l'estime de soi. L'estime de soi, ça c'est le narcissisme. On s'aime, on veut être dans le matu vu. C'est pas ça qui est important, ça c'est un peu négatif. Mais croire en soi, croire à ses potentiels, ça c'est fondamental. À un moment donné, si on ne croit pas en soi, les voies sont bouchées. Les voies de réussite sont totalement bouchées. Mais si on croit en soi, on croit à ces compétences-là, ben, ça peut être dur, mais à un moment donné, vous trouverez la lumière au bout du tunnel. Ok. Ouais. Tu aurais un mot pour la fin? Mon mot de fin, c'est que j'ai un parcours inspirant. Hein. J'ai un parcours, comme vous l'avez dit au début, un parcours éclaté, un parcours fait de résilience, fait parfois d'échecs, mais on doit se relever de ces échecs. L'échec, on apprend de ces échecs, mais il faut savoir se relever. Moi, je vous ai dit, hein, tout n'a pas été donné, hein, ça a été conquis, arraché de dur labeur. Mais aujourd'hui, hein, j'ai 50 ans, j'ai 50 ans, les 5 décennies, mais je suis très content de mes 5 décennies de vie sur Terre. Et je prie Allah de me garder en santé, de me donner encore d'autres années à vivre dans la santé, afin de continuer à aider mon pays. Je vous remercie. Inch'Allah. Je sais que ton parcours va servir à inspirer beaucoup de gens, donc je te remercie d'être venu. En plus, on a dû tourner une partie de cette émission, il n'y avait pas de courant, donc on a tourné sans la clim, il fait un peu chaud. Et ça, c'est encore une preuve de résilience. Je sais que ça va servir à inspirer beaucoup de gens. Et donc, let's go et à bientôt. Merci, monsieur Bassekou, pour l'invitation. C'est pour moi un honneur d'être invité dans votre podcast. Ça m'inspire. En vous voyant encore, votre parcours aussi m'inspire. Un jeune Guinéen né en France, dont les parents vivaient en France, qui décide de tout lâcher en France pour venir en Guinée, aider le pays, s'insérer dans le monde socio-culturel en Guinée. C'est un parcours aussi à saluer. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonjour, je prends un moment pour vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. Acheter un terrain et construire en Guinée, c'est compliqué aujourd'hui. Arnaque, faux papiers, prix qui s'envolent, on ne sait plus à qui faire confiance. Si vous êtes dans cette situation, je vous partage mon contact WhatsApp. Via ce numéro, je pourrai vous orienter vers des personnes sérieuses, prêtes à vous accompagner dans vos démarches. Que ce soit à Conakry ou ailleurs, vous aurez accès à des offres fiables et un suivi de qualité. Le numéro à retenir, 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.